Ça, c'était la partie sexe. Donc, on a tous nos points de la partie sexe. Donc, le projet qu'on veut vous présenter, nous, c'est le projet d'une rive à l'autre. Donc, Alma, comme vous pouvez voir, a été construite sur les abords de la rivière Petite-Décharge. Alma a été construite grâce au domaine des forêts, pâte et papier, aluminium. Donc, l'énergie, on retrouve dans notre projet les énergies renouvelables. OK? Le but consiste à ce que vous avez vu tantôt, la petite mise en scène, c'est qu'on a un parc, le parc Falaise, qui est un parc peu fréquenté et peu fréquentable à cause d'activités illicites. Donc, il y a un parc à chiens à proximité là, mais les gens n'osent pas trop s'aventurer parce que c'est dangereux, mais c'est extraordinairement beau. C'est une belle petite forêt en plein centre de la ville qu'on appelle notre petit Central Park. Donc, dans la petite forêt, il y a des œuvres d'art aussi. Ces œuvres d'art-là, nous allons utiliser l'énergie de la rivière pour, dans la montagne, on va faire des petites maisons style Hobbit, comme ça, avec des petits messieurs. Les petites maisons style Hobbit, il va y avoir un centre d'interprétation au niveau patrimoine, culturel, historique, saines habitudes de vie et biodiversité. Parce que le but, c'est de se rendre à la pointe des Américains, ici, au bout de la rivière. C'est un chalet. On veut construire un chalet historique qui va rappeler un vieux camp de pêcheurs-trappeurs qu'il y avait au début des années 1900, au début du siècle. Donc, dans ce pôle d'attraction-là, on a le centre-ville. On veut que les gens arrivent. On a déjà une piste cyclable. Cet hiver, à l'automne, on a des travaux de revitalisation de la rivière. Donc, pour construire le centre d'habitation, il va y avoir une serre 4 saisons avec géothermie, solaire passif, solaire photovoltaïque qui va être construite avec la participation des HLM, des gens qui habitent les HLM, la FADOC qui est à proximité ici du lieu d'interprétation. Toujours avec collaboration avec des centres collégiaux, le centre universitaire. On veut faire une passerelle aussi pour avoir une vue sur la rivière avec l'UQAC, les étudiants en génie du bois et de l'ingénierie. Alors, quick tout le monde. Quick, ça veut dire bonjour en Inou. Bécomo présente un projet exceptionnel aujourd'hui qui vient d'une problématique du milieu. La problématique du milieu, c'est très spécifique à la Côte-Nord. Pénurie de main-d'œuvre. Non, sérieux, c'est partout. Sur la Côte-Nord, la problématique qu'on vit, c'est qu'à Bécomo, on manque de main-d'œuvre, mais à Pessamit, on a une communauté où il y a 80% de la population qui est non active. Alors, on a réfléchi à ça, puis on a trouvé un projet de société qu'on veut travailler ensemble. Avec Bécomo, Pessamit, on veut travailler ensemble, une alliance territoriale, un projet de rapprochement territorial ensemble, les deux communautés, pour s'assurer de profiter de chacun des avantages de chacune des deux communautés. Alors, on va se rapprocher, on va faire une grande démarche d'emploi avec les entreprises, les employeurs, pour créer une certification d'entreprise, une image de marque, une image Coué. Nous embauchons, nous formons. Alors, une image de marque qui va s'afficher sur les entreprises, au lieu d'écrire « nous embauchons », on va Coué, embaucher et former dans une image de marque avec un processus certifié, une belle démarche avec le soutien de l'ensemble des partenaires, des gens de l'employabilité, des gens du domaine de la formation. Maintenant, on a un grand projet territorial social qui va unifier ensemble les communautés à la fois Innu et les communautés de Bécomo. On veut développer ça en développement durable, appuyé par la Réserve mondiale de la biosphère Manicouagan-Wapishka. C'est reconnu par l'UNESCO. Vous savez, je suis le maire de Bécomo et je suis très fier de vous proposer aujourd'hui un projet porteur pour la communauté, rassemblement des deux communautés. Et je veux vous dire que l'ancien maire de Bécomo dit « L'important, vous dit, c'est le 10 000 $. Oui, bonjour, mon nom c'est Jonathan Brisson de la Ville de Candiac. Je vais vous parler du budget de la Ville de Candiac. Vous me regardez en me disant, il va-tu nous gazer avec un budget à matin? Mais non, en fait, c'est un budget interactif et collaboratif dédié exclusivement à la communauté pour l'élaboration d'un projet visant à la réduction des GES. Le groupe communautaire, les maisons des jeunes, commissions scolaires, regroupements de professionnels ou de citoyens, les chambres de commerce, les commerces et les industries. En fait, ce qui est intéressant dans tout ça, c'est qu'en allant chercher les jeunes, on a accès en fait aux papas et aux mamans réfractaires. Donc, on vient faire de la sensibilisation par en dessous. Puis avec la ville, bien, on fait de la sensibilisation au-dessus. Sous forme de concours, on vise à mettre à contribution tous les cerveaux de la collectivité pour élaborer une idée qui sera analysée par un jury de présélection
qui aura la tâche d'évaluer la faisabilité et le potentiel de réduction des GES sous forme de grille d'analyse de développement durable. La Ville, par la suite, sera en charge d'exécuter le projet et d'aller chercher les subventions afférentes. Le public sera appelé à voter. En fond, l'ensemble de la collectivité sera appelée à voter sur le projet en question. Un concours comme ça nécessite en fait de l'encadrement. Donc, l'explication et l'encadrement se fera par les capsules de la Ville qui servira à sensibiliser, à informer et aussi faire de l'accompagnement dans les parcs, dans les commerces, les organismes, les commissions scolaires, en vue de modifier les comportements visant la réduction des GES. Donc, ce projet-là, en fait, ça suscite l'adhésion des gens. Il y a un prix ultime qui est l'exécution du projet par la Ville, la fierté de voir son projet se réaliser. Et aussi, on veut mettre une certaine allocation afin d'avoir une certitude que les projets seront recevables. Hey, 2 minutes. Puis, Mathieu, tu viens là-dessus. Écoute, Réal, j'ai loué un condo au 9e étage dans un beau Todd tout neuf. Hier, j'ai fait l'épicerie à pied. Je suis allé lire au parc juste à côté, puis j'ai mangé mon tofu bio sur le balcon avec une super vue des environs. Wow, t'es tellement développement durable. Ouais, sauf que j'ai un invité surprise durant mon souper. L'usine et son odeur. Je peux te dire que j'envisage sérieusement retourner à Bécomo l'an prochain. Donc, on a ici le cas de la ville de Delson qui s'est construite autour d'une usine qui est centenaire. La municipalité avait l'opportunité de développer des TOD, mais comme vous savez, TOD égale hauteur, hauteur égale odeur proéminente, et quand ça pue, on a des citoyens fâchés comme Mathieu. Donc, devant la situation, on avait le défi de développer une solution qui allait rendre les TOD attractifs et dynamiques, réduire les nuisances, donc tout ce qui est odeur et particules volatiles, et de développer une synergie entre l'industrie, la municipalité et les citoyens. Donc, on a travaillé vraiment fort, notre équipe, pour développer une solution qui va avoir des bénéfices, non pas seulement à court terme, mais aussi à long terme. Donc, en bref, on est parti d'une problématique bien spécifique des odeurs et on a développé une structure qui, elle, ne sera pas à usage unique. Donc, l'idée, c'est de mettre autour d'une même table citoyens, municipalités, entreprises, commerces, experts du milieu scientifique et étudiants. Donc, autant de monde pour une raison qui est bien simple, développer des solutions dans une perspective qui va vraiment être globale, qui va être multisectorielle. Donc, cette structure, on l'a nommée le pôle collaboratif Harmonia. Et elle aurait évidemment comme premier mandat de solutionner la problématique des odeurs et donc de la cohabitation difficile entre l'usine en question et les TOD. En bref, notre pôle est construit dans une logique qui est vraiment win-win. Win-win parce que la municipalité, de son côté, va avoir l'opportunité de développer une gouvernance qui est plus collaborative. L'industrie va avoir le support de sa communauté pour solutionner des défis et améliorer son image de citoyen corporatif. Les citoyens, eux, vont avoir l'opportunité de s'impliquer activement dans l'amélioration de leur qualité de vie et les étudiants vont avoir une opportunité concrète de vivre des dossiers concrets. Voilà. Notre projet de plan de densification, c'est un plan de densification. On veut une densification pour que la ville ait un développement cohérent à l'image de ses citoyens, mais également, l'objectif de ce plan de densification-là, c'est de protéger nos milieux naturels, développer d'une façon à réduire l'émission de gaz à effet de serre dans les communautés, ne pas agrandir notre périmètre urbain, tout en conservant notre potentiel de développement. Les enjeux qu'on a avec ce projet-là, c'est des enjeux budgétaires, évidemment. Il y a le budget des ménages. Est-ce qu'ils vont pouvoir, dans le fond, acheter des logements dans des projets plus denses, mais plus verts? La rentabilité des commerces, parce qu'une plus dense égale mixité commerciale. Il y a des enjeux sociaux au niveau de l'acceptabilité sociale d'une densification de notre territoire, puis une augmentation de la mixité sociale aussi qui est visée. Il y a des enjeux environnementaux, bien sûr. La première, conserver nos milieux naturels, d'où la densification, et une mobilité différente en réduisant la part de l'automobile dans nos quartiers. Puis les enjeux politiques, bien sûr, la volonté du milieu à développer différemment. La mise en œuvre de ce plan de densification-là va se faire à l'aide, c'est sûr, des citoyens, des commerçants et de tous les acteurs du milieu dans un travail de co-création. Pour arriver à la mise en œuvre de ce plan audacieux-là de densification, il va falloir faire beaucoup de choses, mais entre autres faire la mise à jour du plan des GES, identification de la trame verte et bleue, adaptation de la réglementation d'urbanisme, le plan énergétique communautaire, élaboration d'un guide de bonne pratique pour accompagner les promoteurs. Granby,
ouvertes sur sa communauté et la participation citoyenne. Granby ouverte à de nouvelles façons de développer. Granby ouverte à la mobilité active. Granby ouverte à la protection des milieux naturels. Granby ouverte à l'innovation. Granby ouverte à la réduction des GES. Granby ouverte à la diversité. Granby ouverte à tous! Je m'appelle Gérard, j'ai 45 ans, je vis à Kingsley Falls. Avant, ma ville était mono-industrielle, une ville de passage qui perdait ses aînés, qui n'attirait pas de nouvelles familles ni de nouvelles entreprises. C'était une ville qui se dévitalisait. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Quelque chose a changé. Pendant un temps, la ville cherchait un grand projet, une transformation majeure pour propulser le changement. On parlait de créer un centre d'innovation et de recherche sur le recyclage où le pionnier Cascade collabore auprès des jeunes universitaires à l'intérieur d'un nouveau hub technologique, ou encore de transformer le parc industriel du centre-ville en un éco-parc aux vocations mixtes pour attirer une diversité d'entreprises éco-responsables. Mais en 2019, au Forum de développement durable de Victoriaville, la Ville s'est rendue compte qu'avant d'avoir un projet économique, avant d'avoir un projet démographique, il leur fallait un projet d'appartenance. Pour définir une vision d'avenir structurante, ils ont compris qu'ils avaient besoin de revoir leur processus décisionnel, de changer le mode de gouvernance. Ils se sont dit, pourquoi ne pas créer un espace de rencontre, un espace disponible spontanément, toujours présent, instinctif, permettant le maillage et la mise en relation de tous les acteurs locaux, les élus, les citoyens, les industries, les commerces, les étudiants. Un endroit qui protège un espace pour créer un maillage social, créer des liens, se mettre en relation et en ouverture avec l'autre. Un lieu en gouvernance participative dont la mission première est de définir ensemble la vision de développement de la municipalité, en stimulant les idées par les ateliers de création, des processus de conception, du design circulaire et faire émerger des solutions aux enjeux économiques, démographiques et environnementaux. Un lieu qui accueillerait aussi d'autres événements communautaires, formateurs, coworking, réseautage. Bref, un lieu multifonctionnel, flexible, éco-responsable, situé au centre-ville et qui crée un espace pour l'intelligence collective, mais surtout la sensibilité collective. Elle a donc décidé d'utiliser un bâtiment existant au centre-ville, connecté sur la nature, sur la collectivité, qui s'ouvre sur un grand parvis, une plateforme intermodale de transport alternatif. Ce lieu se nomme le Nouveau Parvis. C'est le cœur et l'âme de la ville. Maintenant, chacun y explore sa propre créativité. C'est un lieu habité qui est devenu un lieu vivant. Ma ville est devenue notre ville. Alors, comme le proverbe le dit, ça prend un village pour élever un enfant. Eh bien, ça prend la MRC d'Arthabasca pour garder ses aînés en ruralité. Le pourquoi? 22 municipalités dans la MRC d'Arthabasca, c'est 2 citoyens sur 5 qui est âgé de 65 ans et plus, ce qui fait en sorte que les municipalités dans les ruralités qui n'ont pas les services nécessaires doivent se rendre dans la ville-centre pour y déménager à contre-cœur pour avoir accès aux services. Ça laisse ainsi des maisons parfois inhabitées dans les municipalités, donc un parc qui n'est pas utilisé actuellement. La politique MADA de la MRC, reconnue, a signalé que les aînés veulent demeurer le plus longtemps possible dans les municipalités, dans leur chez-soi, mais que les municipalités n'ont pas le temps et les ressources nécessaires pour prendre la question de front. Alors, c'est pourquoi on veut favoriser l'implantation d'habitations bigénérationnelles et multigénérationnelles dans les municipalités, à même le parc foncier existant, donc pour garder nos aînés le plus longtemps possible et revitaliser les milieux. On veut faire en sorte que ce qui existe persiste. Donc, la MRC va assurer son leadership territorial avec la force de son équipe en place, ainsi que la concertation avec l'ensemble des acteurs socio-économiques et les parties prenantes pour prendre de front cette problématique-là. Comment? On va implanter un guichet unique de services à la MRC avec un soutien pour les municipalités. On va accompagner les citoyens et les parties prenantes qui veulent modifier les habitations dans les ruralités, principalement dans les 10 municipalités avec un indice de défavorisation lors du dernier recensement. On veut faire un accompagnement pour la recherche de subventions, l'accompagnement dans le montage de dossiers, les rénovations vertes. On ne veut pas recréer une solution gagnante-gagnante avec ce qui existe déjà. Par le guichet unique, on souhaite maximiser le tissu social périn dans les municipalités, le sentiment d'appartenance, favoriser le partage des ressources humaines et matérielles. On est le berceau du développement durable. Économique, les programmes existants et finalement, on veut déconstruire l'individualisme matériel et humain pour bâtir une recherche collective durable, ensemble et autrement. Donc, en tant que préfet suppléant pour les 2 prochaines minutes, je vous souhaite la bienvenue à cette séance extraordinaire
du Conseil des maires de la MRC de l'Érable du 27 septembre 2019 en cette journée mondiale du climat. Attendu que les impacts des changements climatiques sont répartis sur l'ensemble des municipalités de la MRC de l'Érable, attendu que la MRC de l'Érable accompagne les municipalités dans leur adaptation et leur lutte au changement climatique, attendu que plusieurs municipalités de la MRC de l'Érable nécessitent un accompagnement dans le dit processus, attendu que la MRC de l'Érable comporte environ 24 000 citoyens répartis dans 11 municipalités disposant chacune de leurs particularités territoriales, attendu que les municipalités de la MRC de l'Érable ont des réalités et des enjeux différents sur leurs territoires respectifs. En conséquence, la MRC de l'Érable souhaite obtenir l'adhésion des municipalités et des citoyens à une démarche de lutte au changement climatique sur leur territoire d'ici juin 2021. La MRC souhaite déposer une démarche collective et participative d'adaptation au changement climatique ainsi qu'un plan de communication novateur et adapté pour la MRC de l'Érable et ses municipalités membres. La MRC entamera une analyse de vulnérabilité pour son territoire avec des partenaires externes et internes. La dite analyse de vulnérabilité comportera une évaluation des impacts et des risques des changements actuels et futurs à l'échelle du territoire de la MRC, ainsi que des ateliers consultatifs et participatifs pour les citoyens. L'analyse de vulnérabilité permettra de développer par la suite un plan d'adaptation globale pour la MRC et des plans d'action spécifiques à chacune des municipalités. Donc, il est proposé par M. Gervais Pellerin de la municipalité d'Inverness et appuyé à l'unanimité par le Conseil des maires, que le Conseil des maires de la MRC de l'Érable met en place le projet intitulé « Des solutions locales pour un défi climatique global ». Merci. Je suis conseillère municipale, mon premier mandat. Hey! 2 fois en 3 ans, inondé, toi. Inondé. 600 propriétés, 1500 personnes stressées, 40 000 sacs de sable assemblés. Puis je vous parle pas des commentaires de nos citoyens taxés. J'en reviens pas. J'ai l'impression que mon non-scout m'était prédestiné, toi. Quenouille. Faut qu'on développe de quoi de constructif, là. Faut qu'on fasse de quoi? France, on a fait le tour de votre ville hier, puis on a travaillé avec votre équipe municipale. On a trouvé un bâtiment vacant qui est parfait à votre centre-ville là, pour votre projet d'incubateur d'entreprise que vous avez déjà. Mais au lieu de faire juste un projet d'incubateur, on pense que vous devez mettre sur pied un centre d'expertise intersectoriel en résilience et adaptation face aux inondations. Le premier volet du centre, c'est simple, c'est attirer des entreprises, mais pas n'importe quelle entreprise, des entreprises qui viendraient développer des technologies qui vont servir à Nicolet, mais aussi à d'autres municipalités victimes d'inondations au Québec et pourquoi pas ailleurs. Par exemple, des pompes spécialisées, des digues gonflables. OK, j'ai entendu, là. J'utilise un bâtiment que je n'utilise pas actuellement, puis je vais attirer des entreprises. J'aime ça, moi. Mais on trouvait que le volet entrepreneurial d'un incubateur, c'est intéressant, mais on aimerait ça aller plus loin, puis on pense que c'est pas assez. On pense que le politique doit être appuyé par la science. On n'en parle pas assez. Le politique doit écouter plus la science. Donc... Bien, dans le fond, là, ce que tu dis, c'est qu'à ce volet entrepreneurial-là, on va ajouter un volet scientifique. On pourrait, par exemple, s'associer avec la QTR, c'est juste en face de Nicolet, puis mettre en place des projets pilotes, des tests. Par exemple, un premier projet de raménagement des rues pour réduire le ruissellement dans la rivière. Tu sais, déjà, ça serait une bonne étape. Mais pour le court terme, là, on a l'école de police à Nicolet. Pourquoi qu'on ne s'associerait pas avec eux? Pour un volet sécurité publique. Le premier mandat, ça pourrait être d'accompagner les citoyens pour mettre en place des plans d'urgence individuels. Fait que là, on agirait à long terme, mais aussi à court terme. Donc, dans le fond, si je vous comprends bien, là, Nicolette va être encore inondée, mais inondée d'innovation. C'est ça, Quenouille! Danse, Plessis, danse, Plessis, danse. Et c'est quoi ça, Plessis danse? Densité, densité. Tu devrais le savoir, le Plessisville, on est une ville complètement construite, 4 km², un tout petit carré, 7 000 habitants. C'est comme si on avait pris un carré de brossard, qu'on l'avait découpé, qu'on l'avait pitché dans un champ. On a beau être innovant pour parvenir à densifier puis donner une bonne trame urbaine, une belle qualité de vie avec notre plan de réduction de GES, notre nouveau plan d'urbanisme, mais à un moment donné, il va falloir que tu arrêtes de vouloir construire des bungalows. On sait qu'il y a une demande pour plus de densité, des petits logis. Les bungalows, moi, je les vends. Comment je vais faire pour te convaincre? Ben, si tu penses que ça marche, ta densité, là, ben, prouve-moi-le. Je peux pas le faire par bonne gouvernance, mais une OBNL pourrait. On a créé un nouveau modèle d'OBNL.
En amont, on fait une concertation avec tous les intervenants, citoyens, villes, promoteurs, propriétaires. La ville nous a aidés à démarrer. On a ciblé des sites sous-utilisés, on l'a fait décontaminer via le fonds vert du fonds municipal. On a fait un projet pilote de développement domiciliaire durable avec la mixité. C'est un projet éco-responsable pour une densité confortable. Le projet va bien s'insérer dans le quartier avec des liens piétons et cyclables. Et mon petit doigt me dit que ça marche. On sait que c'est rentable et que c'est à portée de main. Tu le vois, on a l'acceptabilité sociale, un terrain décontaminé au cœur de la ville dans un quartier existant. Les citoyens sont consultés. Ça va marcher. 3 ans plus tard. Danse, plus assistance. J'ai un super projet sur un terrain dense. Est-ce que ça se dit qu'on fasse quelque chose? Paris gagné, investissement a valu la peine. Yes! Danse, plus danse, plus. Regarde, grand-papa, j'ai trouvé une carte qui date de 10 ans. C'est horrible quand même, hein? Il y avait vraiment beaucoup d'îlots de chaleur. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Alors, je me souviens, ça a cette belle époque. Grâce au parcours des générations Verdir Ensemble Repentigny, la communauté a pensé et a créé un réseau d'espaces verts pour agrémenter le milieu urbain, favoriser la biodiversité et réduire les îlots de chaleur, tout en créant des boisés urbains et des structures végétales, comme par exemple des abris solaires à toit vert le long du réseau cyclable et les bacs comestibles aux arrêts d'autobus. Ce parcours interactif comprend des structures vertes innovantes, artistiques, utilitaires et éducatives. Le projet a été bâti par et pour la communauté et se poursuit depuis. Chacun laisse sa marque en parrainant un arbre, tout en offrant une solution locale de compensation des GES. L'application mobile créée permet la localisation de l'ensemble des structures et des boisés urbains et surtout la diffusion d'informations visant la sensibilisation aux îlots de chaleur et aux bienfaits de la végétation en ville. L'implication de tous les acteurs du milieu fait en sorte de diminuer les îlots de chaleur en créant des îlots de fraîcheur, d'augmenter la canopée, de contribuer à la qualité de vie et de bonifier la biodiversité face aux défis des changements climatiques. Wow, c'est vraiment un beau projet collectif. En plus, je vais pouvoir participer, mes petits-enfants aussi. Je suis vraiment fière de ma ville. Merci beaucoup, grand-papa. Dans la ruelle, il fait beau, les enfants en font du vélo. Hey, c'est le fun, Catherine. On a essayé de faire ça, nous, dans notre ruelle à côté, puis ça n'a même pas fonctionné. Mais nous, ça fait déjà 5 ans, puis les voisins déménagent, le comité se démobilise, on aurait besoin d'aide. Hey! C'est quoi ces plates-bandes-là et les bâtons de hockey partout dans la ruelle? J'essaie de parquer mon pick-up, moi, là. Hey, encore un automobiliste, mon Dieu! J'ai essayé de fermer un accès, mais on n'a pas eu la majorité. Les voisins ne sont pas tous d'accord. Hey, non, mais regarde qui arrive au loin, c'est le gars du développement durable de l'arrondissement. J'arrive justement du Forum de développement durable de Victoriaville en vélo. Chanceux. Ouais, puis mon équipe a travaillé sur un super beau projet qui s'appelle Réseau Ruelle. Ah, mon Dieu, Réseau Ruelle, j'ai un rêve. Des renards, des oiseaux, des petits enfants qui se promènent dans la ruelle, entre l'école et le jardin botanique. Ben oui, ils pourraient se rendre à pied, sans danger, puis on pourrait même faire des potagers, un poulailler collectif. Wow! Hey, vous allez triper sur notre projet. Parce que justement, nous, on veut maximiser le potentiel écologique des ruelles. On veut créer des corridors de biodiversité. Puis pour la sécurité aussi, on veut revoir le statut de nos ruelles. Les ruelles, là, maintenant, ils vont devenir piétonnes et partagées. Ça va être dans la réglementation. Aussi, ce qu'on veut faire, c'est permettre le jeu libre dans la ruelle. Hey, 70 km de ruelles à travers l'arrondissement. Imaginez des Olympiades entre chacune des ruelles. Ça serait malade. On pourrait faire des fêtes avec les voisins, collecter. Hey, un film, on prend une projection de film. Ben, sur ma vie, ça serait malade. Un ciné-parc. Wow! Hey, vous avez tellement des bonnes idées. On dirait que vous étiez à Victoriaville avec moi. Ben, c'est un peu ça notre idée. On veut créer une communauté de ruelles vertes. C'est fini la petite ruelle là, qui est tout seule. C'est vraiment une communauté de ruelles. Puis pour vous aider dans vos événements, on veut prêter du matériel, des bollards, des chaises, faire des journées où que la réglementation vous permet d'organiser des événements. Puis aussi,
Vous avez tellement des bonnes idées, on veut faire un atelier de co-création avec vous. Hey, en tout cas, je suis content de voir que vous allez me consulter. Si vous avez besoin de mon pick-up pour charrier de la terre, faites-moi signe. Salut Laurent, comment ça va? Hey, ça va mon Gingras, comment ça va toi? Ça va bien, tu me reconnais? Je suis le fils de Mme Gingras qui habite dans le quartier Saint-Joachim. Comment j'aurais pu t'oublier? Je veux revenir dans la région, mais j'ai quitté à Montréal dans le temps qu'un bus jaune quittait par semaine. Je veux revenir, mais Saguenay, le quartier Saint-Joachim, j'aime pas trop, c'est pas sécuritaire. Ah, écoute, moi, je viens de déménager, là. C'est mon ami Joey ici qui travaille au service de l'urbanisme à la ville de Saguenay qui m'a convaincu. Puis je peux te dire, je regrette vraiment pas mon choix. Quand j'ai vu tout ce que la ville a fait ici dans le quartier Saint-Joachim, moi, j'ai vraiment, là, je me suis dit, il faut que je vienne habiter ici. Écoute, c'est génial. Depuis qu'ils ont fait les rues, ils ont vraiment élargi les trottoirs, ils ont posé une piste cyclable. Là, moi, ma fille peut aller à l'école le matin, je peux la laisser aller à pied, puis elle est en sécurité. Mon ado, lui, il s'en va à son école en vélo via la piste cyclable. Puis ma fille, elle triple. Écoute, à l'école, ils ont fait un lab-école. Puis là, vraiment, elle apprend des sciences, elle se fait des amis, elle adore ça, puis elle développe justement plein de connaissances. Puis voilà la maison que j'ai derrière, là, la maison que je viens d'acheter. Regarde, la ville a refait tous ses programmes de rénovation verte. Puis moi, je peux en bénéficier pour l'achat de ma nouvelle maison. Puis là, je suis en train de tout faire des rénovations. Dans un an, tu vas avoir une maison écologique qui va consommer beaucoup moins d'énergie, qui va être beaucoup plus, mais qui va être bien meilleure pour l'environnement. C'est une des choses que j'aime le plus, c'est vraiment le budget participatif qu'ils ont installé dans le quartier. Parce que là, vraiment, tu as un esprit de communauté qui s'est créé, qui s'est formé. Ils ont décidé de requalifier le site de l'église abandonnée. Ils en ont fait un marché public où est-ce qu'ils vendent des fruits et des légumes de toute la région. Puis, tu as une vue extraordinaire sur le reste de la ville. Tu as vraiment là, un quartier extraordinaire qui s'est développé ici. En tout cas, merci, Joey, de m'avoir convaincu de venir. Samir, je vais réussir à te convaincre. Tout ce que Laurent vient de parler, ça s'intègre directement dans le projet SAG Lab, un projet de laboratoire d'innovation urbaine pour repenser les quartiers anciens à Saguenay. Ce projet a émergé il y a 5 ans lors du Forum de développement durable. Le conseil et les citoyens du quartier voulaient vraiment voir leur quartier changer. On a donc utilisé le momentum de l'implantation du premier lab école pour tout implanter ces nouveaux projets-là. Puis en plus, le projet SAG Lab nous a permis d'être le premier quartier certifié WELL au Canada. Oui, Watch Out Victo. Puis pour finir, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut reproduire tout ce projet-là partout à la ville. Saint-Adrien, la plus petite municipalité ici présente aujourd'hui, avec nos 500 quelques habitants, la plus petite, mais non la plus acharnée. Sur la carte, ce n'est pas la carte au complet, c'est le point rouge. Nos combats nous ont permis antérieurement de conserver notre école primaire, notre bureau de poste et nos guichets Desjardins. Aujourd'hui, Saint-Adrien est un désert alimentaire en milieu rural agricole. Le village a récemment perdu son restaurant et sa seule épicerie est mourante. La région compte également peu de producteurs qui commercialisent en circuit court. Et pourtant, le village est en croissance démographique. Une nouvelle population jeune et dynamique, attirée par le bureau estrien de l'audiovisuel et du multimédia, qui recherche des aliments frais et locaux. Il y a 40 000 visiteurs qui passent chez nous pour aller au parc régional du Mont-Ham. Notre solution va viser à augmenter et diversifier la production alimentaire et outiller la communauté pour la prise en main de son alimentation. C'est l'approche qu'on appelle des systèmes alimentaires territorialisés. Donc, les aliments santé vont être désormais accessibles 7 jours par semaine à l'ensemble des habitants et aux touristes. Je vous présente le Camarade Plus, le Centre agroalimentaire multiservice pour l'alimentation régionale et adrienne, durable et plus. Merci, mais ce n'est pas fini. Le Camarade Plus sera un bâtiment vert multifonctionnel qui va abriter des services alimentaires approvisionnés localement, bien sûr. Il va comporter un bistrot-resto, une microbrasserie locale, crème glacée maison, une épicerie traditionnelle et d'aliments en vrac, une cuisine de transformation disponible pour location et un point de chute de panier bio. Grâce aux camarades, les familles de Saint-Adrien pourront désormais faire leur épicerie au village n'importe quel jour de la semaine et avoir accès à des produits locaux. Ils pourront aller prendre un café au bistrot et y tenir des réunions. Ils pourront organiser des cuisines collectives ou recevoir leur panier de légumes locaux. Les randonneurs du Mont-Ham pourront aussi
y déguster une crème glacée à la terrasse et socialiser avec les Adriennois. On a compris, on a compris. Merci, merci. Bonjour, la ville de Saint-Césaire est à la croisée des chemins et plusieurs grands changements s'imposent. Notre organisation comprend qu'elle ne pourra pas solutionner seule toutes ces problématiques-là. Les enjeux reposent sur une absence de connectivité dans nos pôles commerciaux, de manque d'espace dédié aux déplacements actifs et d'un potentiel dormant sur notre dernier secteur industriel. Dès lors, l'organisation considère que son meilleur vecteur de réussite réside à l'intérieur de ces collectivités et de leur immense capacité à se mobiliser. Alors, elle fait le pari et met sur pied une nouvelle gouvernance innovante, un comité participatif, doté notamment de familles, d'aînés, de représentants jeunesse et d'organisations environnementales. Leur premier mandat sera de se doter d'une charte d'identité, de développement durable, qui orientera l'ensemble de leur processus de prise de décision. Elle sera évidemment dotée d'un budget participatif, question de joindre la parole aux actes, et les 3 premiers grands chantiers seront de déployer un plan de grande connectivité, désenclavant nos pôles et redonnant plus de place au transport actif, de développer une place publique au centre-ville, identitaire, dynamique, centralisante, et qui sera en lien direct avec notre pôle supérieur, de briser la fracture urbaine et, une fois pour toutes, de permettre aux Césarois, aux Césaroises de circuler sur tous les axes de la ville. Et au final, d'amorcer le développement de notre dernier espace industriel sous la forme d'un écoparc. Alors, notre maxime à Saint-Césaire est ville en mouvement, mais aujourd'hui, ce dont je vous parle, c'est de collectivité en mouvement. Bonjour, chers auditeurs. Ce matin, votre Radio Énergie vous informe qu'il y aura un embouteillage sur le boulevard Arthur-Sauvé. Soyez patients, vous risquez de vous faire dépasser par un vélo plutôt que d'utiliser votre voiture. À notre chronique matinale, on reçoit M. Arcan qui nous parlera d'un projet de transport à Saint-Eustache. M. Arcan, pouvez-vous me dire pourquoi on n'a pas encore trouvé de solution aux embouteillages sur le boulevard Arthur-Sauvé? C'est ridicule. Il me semble qu'il y a des changements simples pour améliorer la situation, comme la mise en place d'une piste cyclable, une voie réservée pour autobus, covoiturage. Bien là, pas trop innovant ta solution, là, une piste cyclable, une voie réservée, c'est du déjà vu. Il faut vraiment changer les habitudes des automobilistes solo. Imaginez si en plus des voies réservées et des pistes cyclables, on réussissait à les sensibiliser à changer leur mode de transport. Un vrai projet pourrait être de traiter les 10 intersections du boulevard Arthur-Sauvé de façon sécuritaire avec une personnalité propre. Imaginez si devant le complexe aquatique, on pourrait aménager des stations de vélo en libre service. Et une autre intersection pourrait être d'intégrer un stationnement végétalisé pour covoiturage qui sera en connexion avec la future station du REM. Puis là, on ferait travailler nos citoyens avec des ateliers de co-construction. Et à chaque jour, l'automobiliste solo va être confronté à traverser les 10 intersections du boulevard Arthur-Sauvé qui vont lui présenter des modes de transport alternatifs à l'auto solo. Le tout pourrait être encadré par un projet de communication bâti autour d'un personnage fictif qu'on pourrait nommer Arthur. Par exemple, notre personnage fictif, pour informer et sensibiliser les automobilistes qu'en prenant son vélo aujourd'hui, Arthur a sauvé 15 minutes de son temps de transport. Comprends-tu mon jeu de mots ici, là? Arthur a sauvé sur le boulevard Arthur Sauvé. Merci pour votre chronique. Merci. Oh, oh! Ah! Monsieur l'ours, qu'est-ce que tu fais en haut, là? Notre lac, il s'en vient dégueulasse. Moi, je m'en fous du lac. Je n'ai même pas accès. Saint-Ferdinand, c'est un lac et des montagnes. La richesse de Saint-Ferdinand, c'est le lac et il est mal en point. On vise donc à protéger cette richesse. Un lac, c'est aussi un bassin versant. Pour le protéger, cela nécessite donc le travail des riverains, mais aussi des agriculteurs et des forestiers. Les fossés, les cours d'eau, cela influe négativement sur le lac. Comment amener des gens n'ayant pas d'intérêt direct à travailler ensemble dans une perspective de durabilité, particulièrement quand ces agriculteurs ou ces forestiers ne connaissent pas le lac ou n'y ont même jamais été? Nous utilisons donc le levier de la création d'un parc naturel qui sera réalisé en co-création avec les citoyens pour les mobiliser autour d'un programme de certification Amis du lac. La certification vise à amener les leaders de la communauté en milieu rural et en milieu urbain à travailler sur leurs bandes riveraines, sur leurs fossés, sur leurs bassins de sédimentation,
afin de faciliter l'amélioration des cours d'eau qui se jettent vers le lac par l'émulation des semblables. Quant au parc, lors de son ouverture, nous aurons un tableau d'honneur qui affichera les noms des gens ayant travaillé sur le projet de co-création et sur leur bande riveraine ou sur le cours d'eau. Nous protégerons donc ainsi le lac tout en favorisant son appropriation par les citoyens. Hey, Monsieur L'Ours, j'ai vu ton nom sur le Wall of Fame du lac. Toi qui es en haut des montagnes, qu'est-ce que t'as fait? Ben, j'ai pas fait grand-chose, là, des bassins de sédimentation puis des bandes riveraines. Ça faisait longtemps que j'y pensais, mais je voyais pas vraiment d'intérêt, tu sais. J'ai même pas accès au lac. Mais là, maintenant que je peux y aller, puis en plus, ma ferme Boucle d'Or est mise en valeur, ben, je sens que je fais partie de la communauté. Wow, en tout cas, moi, je peux te dire la différence en bas. On la sent. Allô? Je viens d'arriver à Saint-Jean et je sais, genre, je veux aller à la manifestation pour le climat et je sais pas comment faire. Vous avez pas un truc? Mais Marianne, tu connais pas l'application Alternauto, la vraie alternative à l'auto solo? En fait, avec l'arrivée du REM, notre transport en commun est devenu un véritable casse-tête. C'était un gage de démobilisation de nos utilisateurs. Alors, on a créé l'application Alternauto qui nous permet maintenant d'accompagner les citoyens dans la nouvelle ère de la mobilité. En fait, plus concrètement, Alternauto, c'est un outil qui rassemble l'ensemble de l'offre en transport collectif et actif. Donc, en fait, c'est une plateforme qui vient regrouper le vélo libre en libre-service, l'autopartage, les bus, le covoiturage et réserver le taxibus à même au bout du doigt directement sur l'application. Ça crée également l'itinéraire le plus rapide qui combine les différents modes de transport. Afin d'inciter les gens vraiment à l'utiliser, on intègre un système de récompense à tout ça, en partenariat avec les commerçants locaux. Donc, plus le mode de transport possède une empreinte écologique faible, plus les utilisateurs ont des points. Ces points-là sont utilisés par la suite pour utiliser l'achat local, pour stimuler l'achat local. Alors maintenant, on est capable d'avoir plus d'utilisateurs sur nos réseaux de mobilité. On a avec les commerçants, les citoyens, la ville, créé un engouement pour le transport en commun. On a une meilleure offre. On connaît les besoins de nos citoyens, puis maintenant, on est capable de faire des meilleurs aménagements qui répondent aux vrais besoins, où est-ce qu'il y a une concentration. Puis, on a des gens conscientisés qui participent au changement climatique avec le calcul des GES. Et c'est parti. Oh, je suis fatigué. Fatigué des murs verts, je vais aller dehors. Oh, que du béton, pas de verre. Oh, il fait chaud. Oh, puis en plus, je vous parle pas de la nourriture. Comment je vais guérir, moi, ici? Moi, là, je veux venir y travailler en vélo. On a le petit train du Nord, super lien, mais pas capable de me rendre à l'hôpital. Puis en plus, c'est pas sécuritaire, c'est l'enfer. Moi, je suis infirmière à l'hôpital Saint-Jérôme. J'aimerais bien ça aller dîner avec mes collègues, mais il n'y a pas de place à l'extérieur. On finit tout le temps dans le vieux sous-sol gris. Puis là, ben, j'habite juste à côté. J'aimerais ça prendre le transport en commun. Je suis obligée de venir en voiture. Mais là, j'ai entendu dire qu'ils allaient investir 1 milliard. J'espère qu'ils vont s'en servir à bon escient. 5 ans plus tard, grâce aux investissements et aux partenariats, naît le Bloc S, le Bloc Santé. Nous, on l'a réussi, notre projet. On l'a fait. En fait, on a tout revu le pôle santé. On a planté les arbres, on a réduit les surfaces perméables, on a revu tous les stationnements. Puis, en son centre, au milieu de toutes les installations reliées au centre hospitalier, on a fait un oasis de verdure. On a fait, en fait, le bloc qui manque toujours, le bloc S, le bloc santé. C'est un laboratoire en innovation de santé. Puis, en fait, vous allez voir, toi, tu vas pouvoir aller manger avec ta gang de filles, d'infirmières, des médecins aussi, bien sûr. Là-bas, il y a de la nourriture de qualité. Il y a vraiment une ambiance le fun. Tu vas voir, il y a même les étudiants qui se promènent pour faire leur projet de recherche. Puis toi, ça, c'est au cœur, au milieu, toutes les pistes cyclables s'y rendent. Il y a même un autobus qui va là. Tu vas pouvoir aller avec tes enfants, c'est sécuritaire. Finalement, ça, c'est un endroit pour te ressourcer. En bas, avec le grand parc urbain, tu vas voir tous les étages. C'est un concours d'architectural qui nous a fait un concours d'architecture qui nous a permis de faire ça. Puis si tu vas jusqu'au dernier étage, il y a la ferme. J'ai vu, j'ai même pris un peu. Je pense que je vais guérir avec ça. Ah, c'est ça qu'il y avait dans son... Mon Dieu, que j'avais pas... Oh!
Bonjour à tous. Je me présente, Frédéric Gagnon, de la campus scolaire des Bois-Francs. Notre projet aujourd'hui qu'on vous présente, c'est le programme d'engagement jeunesse pour nos jeunes de 12-18 de Saint-Norbert-d'Athabasca. Donc, c'est une municipalité qui est enclavée par un milieu agricole, donc de petites fermes, et surtout environ 1150 citoyens. Elle a un grand défi démographique et social, surtout parce qu'elle veut impliquer ses jeunes 12-18, elle veut attirer et garder ses familles et surtout améliorer la qualité de vie de ses citoyens. Son souhait, c'est de rejoindre et impliquer ces jeunes dans des projets citoyens. On a des grandes étapes de ce projet et elles commencent dès maintenant, donc de novembre 2019 à novembre 2020. La première, ils sont au nombre de 90. Nos 12-18, on veut les rejoindre tous via le scolaire, donc des projets avec l'école primaire pour prendre les élèves de 5e année, 6e année et ceux du secondaire pour être capable d'aller chercher une première collecte d'informations, qu'est-ce qu'ils font et qu'est-ce qu'ils veulent faire. Dans le but d'un forum où on va pouvoir amener tous les acteurs, les parties prenantes, à discuter ensemble de ce qui pourrait avoir des projets qui leur ressemblent à leur façon, dans le but d'inscrire ceci dans le programme, dans le plan d'action jeunesse au conseil municipal. Et ces projets seront bien sûr écrits et accompagnés pour nos jeunes, par les jeunes, dis-je. Les retombées positives, mobiliser nos jeunes de 12-18 dans des projets qui leur ressemblent. Tous les projets qui seront émergents seront en lien avec le développement durable. Donc, toutes les actions qui en découleront seront avec cet esprit-là. On veut surtout donner une voix aux jeunes dans la nouvelle gouvernance, donc qui représentent au conseil ces jeunes-là, consolider le tissu social et toutes ces actions-là seront en continu pour rendre le tout pérenne. Un merci à Jean-François, maire de Saint-Norbert-d'Athabasca, de ta confiance pour la présentation. Soit dit en passant, ce n'est pas un RV, mais un VR pour valeureux rassembleurs. Merci. Bienvenue au site historique de la mine King, dit KB3. Vous êtes ici dans le chevalement qui, autrefois, permettait aux mineurs de descendre sous terre pour y remonter de l'amiante. D'ailleurs, à votre gauche, vous pouvez regarder les paysages miniers de la région de Thetford. Hey, c'est bien lunaire ici. C'est de l'engrais ici, là. Hey, Gina, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec tous ces sites miniers-là qui sont sur notre territoire? Sais-tu, moi? Avec toutes les contraintes qu'on a sur notre territoire, qui se traduisent à l'intérieur du périmètre urbain, il nous reste juste 7 % à pouvoir développer. Oui, je sais, mais tu sais qu'avec notre problème de capacité de notre réseau d'égouts sanitaires qui cause des débordements à Rivière-Bécancour, on pourrait faire une vitrine technologique pour trouver une solution de traitement des eaux usées. Tu y penses, on pourrait même valoriser les résidus miniers. Ça serait extraordinaire. Ça, c'est de la valorisation. Tu ferais ça où? As-tu une idée? Bien, directement sur nos sites miniers, comme ici sur le site KB3. Tu sais, la conduite principale d'égout, elle passe juste à côté. Une fois qu'on a la solution parfaite, on pourrait installer sur l'ensemble des sites miniers. Partout en ville, après l'exporter au Québec, même en Russie, il y en a plein de sites miniers d'amiante en Russie. En plus, cette vitrine pourrait se trouver dans un nouveau bâtiment approuvé Living Building Challenge, la certification environnementale la plus poussée au monde. Ça deviendrait la fierté de la ville. Rien que ça. Ben non, on ferait en plus un mini-bassin de rétention en démonstration de traitement qui utiliserait le traitement de la phytorémédiation. On en a plein sur notre site ici. Même que, sais-tu quoi? On deviendrait la fierté du Québec. Même que, sais-tu quoi? Je pense que Victo, là, il serait un petit peu jaloux de nous autres. Yes! Moi, j'accepte ça. Thetford Mines va passer de l'or blanc à l'or bleu. Ici Radio Victo en direct avec Monsieur Morissette. Victo est victime du progrès des années 50 et se retrouve maintenant avec des rues beaucoup trop larges. On a des îlots de chaleur, on a des toilettes qui débordent à chaque fois qu'il pleut, on a des personnes âgées qui se font frapper tous les jours. Hier, des équipes de déneigement ont passé une journée complète à déneiger une seule rue. Vous qui êtes la ville la plus innovante du Québec, vous avez déjà sûrement un plan. Évidemment. On va faire un laboratoire collectif de création de rues vivantes, Mme Rambert. C'est quoi ça, une rue vivante? Une rue où ce que l'humain est dehors au lieu d'être dans son auto. Une rue où il y a de la place pour le transport actif. Une rue où il y a plus de verdure. Une rue qui nourrit son monde. En fait, à Victo, nous autres, on transforme l'asphalte en biodiversité.
Vous avez parlé aussi de laboratoire collectif. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus? En fait, c'est un exercice où les citoyens participent à toutes les étapes du projet. Il y a plein d'organismes impliqués et à la Ville, tous les services travaillent ensemble au quotidien pour réaliser ce projet-là. Et en quoi c'est innovant, votre approche? En fait, on joint les besoins des citoyens avec les besoins de la Ville, puis on les met ensemble à toutes les étapes du projet. On va tester des nouvelles méthodes de participation citoyenne, on va tester des nouvelles technologies, des nouvelles méthodes horticoles, puis on va le faire en pensant aux générations futures, en leur léguant une rue qui va être durable. Vous avez sûrement rencontré des difficultés dans l'élaboration de votre projet? Oui, en fait, on a eu une seule grande difficulté, Mme Rambert, c'est qu'on a eu de la difficulté à trouver un critère de développement durable auquel on ne répondait pas. Il fait vraiment rêver votre projet. Vous devez avoir des soutiens pour le concrétiser. Oui, en fait, on a tellement de soutien que tout l'Occident va marcher après-midi pour notre projet. Et notre maire va survoler les manifestations avec son hélicoptère électrique. En terminant, avez-vous du financement déjà pour élaborer tout ça? Oui, c'est ça. On nous a déjà promis 10 000 $ pour faire ce projet-là. Puis en fait, toutes les villes vont pouvoir profiter avec le guide qu'on va produire pour eux. Merci beaucoup, M. Morissette.